Alors, bonjour à tous, mon nom est Vincent Beautré, directeur du CRDP. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Florian Martin-Barito, que j'ai bien connu parce que j'ai eu le plaisir de l'accompagner durant son séjour doctoral. Et désormais, maintenant, il est professeur à l'Université d'Ottawa, directeur d'un des plus gros centres de recherche au Canada sur les questions de droit numérique. Un vrai plaisir de l'avoir vu en quelques années seulement fleurir de manière aussi exemplaire. Après une thèse sur les marques, on arrive à tout. Et vrai plaisir aussi de l'accueillir dans ce cycle de conférences sur les acteurs de la justice. En fait, sur comment différents acteurs sont susceptibles de contribuer à davantage de justice sociale. Dans le cadre du cycle de 7 intervenants distincts, vous aviez forcément des acteurs assez classiques de la justice traditionnelle, comme les avocats avec leurs ordres, les juges évidemment, les notaires, les arbitres. Et on a aussi des acteurs, je dirais, moins conventionnels ou plus émergents, qui malgré tout sont susceptibles, eux aussi, avec leurs outils, avec un rapport à la norme qui parfois peut être différent, mais sont susceptibles de générer davantage cet objectif de plus d'inclusion et de plus de justice sociale en général. Alors on a eu notamment l'œuvre des travailleurs sociaux. On va avoir, et je pense c'est notre prochaine activité le 2 mai, les dénonciateurs, notamment dans le cadre des procès sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeToo. Et aujourd'hui, donc, c'est tout le phénomène des lanceurs d'alerte. Alors, qui n'est pas simplement lié au domaine de connaissances et d'expertise de Florian, même s'il est très présent, à savoir le numérique. On l'a vu notamment avec des sorties publiques concernant notamment la plateforme Facebook assez récemment. Mais de manière plus générale, genre ce phénomène dans différents domaines comme l'environnement ou autres, on voit de plus en plus émerger des cadres, parfois juridiques, des cadres pour faciliter la mise en avant d'une voie plus transparente reliée à des activités qui se font en interne de différentes institutions. Donc, voilà présenté le cycle. J'avais d'autres éléments à dire, mais on a déjà 30 minutes de retard. Encore une fois, on est désolé de ce contretemps, Florian, désolé de cette mise en contexte qui n'est pas toujours optimum, mais t'en as vu d'autres. Et j'ai aucun doute que tu vas réussir, comme toujours, à nous agrémenter. On t'avait demandé 40 minutes à peu près, ce qui nous laissera malgré tout, je dirais, une bonne vingtaine de minutes pour échanger avec l'audience. Relativement à l'audience, vous pouvez prendre la parole en levant la main pour les personnes à distance. Vous pouvez aussi, dans le chat, nous poser votre question, et soit moi, soit Sylvain, le coordonnateur du CRDP, pourra lire la question. Je tiens à dire, vous l'avez vu, la conférence sera enregistrée, mais pas les questions, ce qui pourra laisser tant pour le présentateur que pour les personnes de l'audience toute liberté pour offrir les commentaires que tout le monde souhaite. Merci de votre patience et merci Florian d'avoir accepté cette activité. Je te laisse là le floor. On va dire en français ce soir. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci, tout d'abord, merci beaucoup pour ceux qui sont présents, qui ont réussi à braver les paramètres de sécurité de Zoom. Je suis quelqu'un qui est pro Microsoft Teams et donc ça me fait rire d'avoir eu des problèmes sur Zoom, mais j'en suis désolé pour les personnes qui ont pas pu assister à la conférence ou aussi le fait que ça arrête juste d'une demi-heure, mais pendant qu'on essaie de trouver une solution, j'essaie de voir un peu où est-ce que je pouvais couper. Puis je vais essayer de suivre le temps. On va voir, c'est ça aussi pour les questions pendant qu'on est encore sur les logistiques, sur les aspects logistiques. N'hésitez pas, vous allez voir, il y a beaucoup à dire. J'ai fait de la sélection ce soir, mais j'ai 2 heures de conférence sur presque chacune des phrases que je vais vous dire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ou si vous préférez les garder pour la fin, on pourra aussi avoir ça à la fin. Mais donc je comprends que si jamais on me pose des questions pendant la conférence, je ne les dirai pas à voix haute, j'y répondrai de manière
subtil, du moins j'essaie. Donc, pour revenir au sujet des lanceurs d'alerte, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, avant même que je devienne professeur pendant mon doctorat, ou avant, qui n'était pas du tout sur les lanceurs d'alerte, sur les marques de commerce, comme c'était dit en introduction. Mais c'est un sujet auquel j'ai commencé à m'intéresser d'un point de vue recherche juridique sur les cadres de protection, etc. En 2016-2017, grâce à une subvention de synthèse des connaissances octroyée par le CRSH dans le cadre d'un ancien plan de financement qui était assez intéressant, où ils voulaient surtout des courts rapports. Ce n'est pas les articles de 150 pages que quasiment personne ne lise. Ils voulaient des rapports de 25-30 pages écrits dans un langage clair sur des sujets complexes et dans un langage clair pour les décideurs publics, pour les acteurs de la société civile. Et donc, j'avais reçu une subvention pour écrire un rapport sur les lanceurs d'alerte et donc pouvoir recruter quelques étudiants. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé, donc avec un rapport en 2018. Puis l'année dernière, après des années et plein de changements en droit canadien sur la question des lanceurs d'alerte, avec mon équipe, on a lancé un site internet, infowhistleblowers.ca, qui n'est pour le moment qu'en anglais parce que c'est un travail astronomique en langue anglaise, qui est un répertoire de toutes les lois canadiennes qui offrent plus ou moins une protection pour des lanceurs d'alerte. Et on essaie d'expliquer chacun de ces cadres juridiques, les limites, les critères de protection, etc., dans un langage clair, c'est-à-dire pas pour des juristes, pour des employés du secteur public, du secteur privé, etc., qui pourraient se poser des questions. Et on donne aussi un certain nombre d'astuces et de conseils en matière de cybersécurité. Je reviendrai, c'est aussi un des grands problèmes en matière de protection des lanceurs d'alerte. Et donc, la recherche que je vous présente ce soir, c'est 6 ans, 7 ans de recherche sur un sujet qui intéressait quasiment personne en 2016-2017. Les lois n'avaient pas été mises à jour depuis des années quand on avait des lois. Et ces dernières années, on a des nouveaux projets de loi presque aux 6 mois. On a des lois qui sont passées notamment au Québec. Il y a eu énormément de mises à jour législatives en 2018, 2019, 2020. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? On va en discuter. Spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Et y compris le défendeur des droits l'a souligné. On y reviendra. Donc, c'est ça. Et juste pour finir sur toutes les présentations, si c'est la recherche que je vous présente ce soir qui est en cours, je vais aussi vous présenter des pistes de réflexion sur lesquelles je réfléchis pour l'année prochaine, où je serai en sabbatique, où je vais regarder l'interface entre ces questions de cybersécurité et aussi des questions d'intelligence artificielle. Donc, c'est financé par un nouveau partenariat de recherche financé par le CRSH, Human Centric Cybersecurity Partnership, qui est l'idée par Benoît Dupont, l'école de criminologie au CICC, à Grayson Montréal, et dans lequel notamment Vincent Gautry est également partie prenante. Et donc, lanceurs d'alerte, qui sont-ils? Sont-ils des acteurs de la justice? Bon, ben, je crois que oui, et s'ils sont dans ce cycle de conférences, c'est qu'ils le sont d'une manière ou d'une autre, même si pendant très longtemps, on n'en a pas nécessairement entendu parler, sauf lors de grands scandales. Mark Felt est peut-être l'un des lanceurs d'alerte les plus connus, sous le nom de Gorge Profonde aux États-Unis, avec le Watergate. On a eu Alan Cutler et le scandale des commandites. On a eu Edward Snowden et la surveillance de masse et le scandale PRISM au sein des Five Eyes. Et donc, vous avez une longue et riche histoire des lanceurs d'alerte, des sources journalistiques. Et ces lanceurs d'alerte sont parfois détestés ou alors magnifiés dans la presse. Souvent, les gouvernements, les agences de renseignement les détestent. On va dire que c'est une atteinte au secret, c'est une atteinte à l'État. Et vous avez les activistes ou les citoyens qui vont plutôt les apprécier. Et c'est grâce à eux qu'on a eu certains des plus grands scandales de nos sociétés modernes dans plusieurs domaines, mais aussi un certain nombre d'évolutions en matière de justice sociale, d'environnement, de changement de nos processus démocratiques. Et dans un environnement qui est aujourd'hui numérique, mondial, en constante évolution, nos sociétés, elles sont confrontées à des problèmes qui sont démocratiques, économiques, sociaux, environnementaux,
de sécurité. Et ces lanceurs d'alerte, ces citoyens qui ont divulgué des informations confidentielles au public, ont pu permettre de prévenir ou de dévoiler ces scandales politiques, sanitaires. Il y a très peu de recherches qui ont été faites, mais il y en a de plus en plus. Mais l'une des choses qui est certaine et qui est confirmée, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est l'une des sources les plus courantes, si ce n'est la plus commune, de dénonciation des cas de fraude, de corruption et d'autres formes d'actes répréhensibles, notamment au sein des institutions publiques, mais aussi dans le secteur privé, ou à l'interface des deux, puisque de plus en plus, les deux secteurs sont en train de fusionner. Et donc, il y a tout un argument à faire et je fais, selon laquelle cette protection des lanceurs d'alerte, qui sont des acteurs essentiels pour faire respecter les cadres juridiques actuels et aussi pour avoir une information, parce que vous avez une asymétrie informationnelle entre les gouvernements, les grandes corporations multinationales d'un côté et les citoyens de l'autre, ou même les forces de police, ou parfois les commissaires. Et quand on est au Canada et qu'on voit l'état de nos commissaires, par exemple la vie privée du Canada ou la CAI et le petit budget qu'ils ont par rapport aux responsabilités, que parfois ils n'ont même pas les responsabilités et les pouvoirs, mais même quand ils ont les responsabilités et les pouvoirs, ils n'ont pas le budget qui leur permettent de mener des enquêtes ou les pouvoirs qui leur permettent d'aller ouvrir les portes de ces entreprises pour en savoir plus ou pour, quand on parle d'intelligence artificielle et de ces décisions automatisées, de vie privée. Et ce n'est pas juste un avocat qu'il vous faut au commissariat, il vous faut aussi une équipe d'ingénieurs qui sont capables d'aller comprendre et d'inspecter ce genre de choses. Donc, ça demande des budgets. Et c'est pour ça que les commissariats, que les autorités n'ont pas. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est des acteurs essentiels et qu'il faudrait trouver des moyens d'encourager ça aussi pour toutes les questions de détournement de fonds, les pratiques fiscales et financières illégales. Vous savez, on en a vu certaines avec les grandes banques à travers de ce monde. On a découvert ça grâce à des lanceurs d'alerte, des comportements anticoncurrentiels, etc. Et donc, on a besoin d'avoir un cadre juridique clair. J'imagine que la plupart des personnes ce soir avec nous auront un background en droit ou sont peut-être juristes, avocats, vous connaissez comme le besoin de sécurité juridique, etc., complété par des informations qui sont précises sur les limites de la protection et aussi des procédures qui fonctionnent à être mises en place. Et on n'a aucun de ces trois points qui sont pourtant essentiels dans un état de droit. On a des problèmes sur les cadres, notamment au Québec. Et alors, on pourra peut-être partir dans les questions et réponses sur une discussion, est-ce que la société québécoise est plus particulière, mais la plupart des grands scandales au Canada, où vous avez des scandales avec des lanceurs d'alerte, soit des choses qui sont divulguées par des lanceurs d'alerte ou des lanceurs d'alerte qui sont sanctionnés pour avoir fait cette divulgation, la plupart sont au Québec. Et d'ailleurs, c'est au Québec aussi qu'on a pas mal le plus de lois qui ont été faites. Puis on y reviendra. Vincent, je suis sûr que tu apprécieras la référence. Pour ceux qui connaissent, Jacques Comaille avait parlé du marketing législatif, qui est une expression que j'adore et que je mets dans presque tous mes articles depuis que j'ai lu ce papier de lui pendant mon doctorat. Et c'est un peu du marketing législatif. Toutes les lois qu'on a au Québec ou au Canada en matière de protection des lanceurs d'alerte, parce que ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu très, très bien, notamment à cause des conditions. On l'a vu pendant la COVID-19, dans une situation très triste et douloureuse sur les conditions inhumaines dans les CHSLD au Québec, où vous avez des travailleurs qui sont sortis dans les médias parce qu'ils n'arrivaient pas à tirer les sonnettes. Ils tiraient les sonnettes d'alarme en interne. Ça ne fonctionnait pas avec le gouvernement, ça ne fonctionnait pas. Ils ont dû sortir dans les médias pour dire qu'il n'y avait pas les protections nécessaires, il n'y avait pas le personnel nécessaire, c'était une catastrophe. Et puis, on l'a vu, c'était un peu une hécatombe au Québec, on en parlait. C'est une des tristes histoires des premiers mois de cette pandémie. Et la plupart de ces membres du personnel infirmier de ces centres, ils ont été démis de leurs fonctions après avoir divulgué ces informations, y compris quand c'était dans des centres publics ou parapublics, parce que
même si on avait passé plein de lois pour protéger le secteur de la santé, la manière dont la loi est rédigée, en fait, la plupart des acteurs qui sont au jour le jour en première ligne avec les patients dans la prestation des soins de santé ne sont pas couverts par ces lois sur la manière dont on a construit tout ceci. Comme je disais, ces dernières années, pourtant, le gouvernement du Québec avait adopté plusieurs législations dites robustes en matière de protection des lanceurs d'alerte. Et pour rendre à César ce qui est à César, ces lois sont particulièrement robustes par rapport aux autres provinces canadiennes. C'est-à-dire que quand on se compare, on se console, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est des très bons cadres juridiques qui fonctionnent. Et tout ce mouvement législatif avait été stimulé, on pourra dire, notamment par la commission Charbonneau et d'autres commissions québécoises qui avaient mis la lumière sur un certain nombre d'enjeux de corruption et de secrets et d'informations malveillantes au sein du secteur public, au sein des organismes publics. Vous vous souviendrez peut-être aussi en 2019, il y a eu l'affaire Louis Robert, qui est un agronome au ministère de l'Agriculture, qui avait voulu tirer les sonnettes d'alarme sur le fait que le secteur privé venait s'ingérer dans les recherches et peut-être les recommandations et les politiques publiques du gouvernement du Québec sur l'utilisation des pesticides. Il a été remercié. Et pourtant, en 2019, on était censé avoir la toute nouvelle loi, magnifique, qui protégeait les lanceurs d'alerte. Et dans un rapport cinglant, le médiateur du Québec avait conclu que même si on avait une loi, le ministère ne l'avait absolument pas respectée, surtout n'avait pas mis les mécanismes de signalement qui auraient dû être mis en place. Donc c'est là qu'on passe des belles lois, puis on ne passe pas les règlements d'application, ou on ne les met pas en œuvre au sein du gouvernement. Puis on en discutera plus tard. Souvent, si un fonctionnaire veut faire une dénonciation, il faut qu'il respecte plein d'étapes hiérarchiques pour pouvoir être protégé. Mais l'un des meilleurs moyens, c'est de ne pas mettre en place ce processus d'étapes hiérarchiques. Et comme ça, vous vous embêtez plus, la personne ne pourra pas être protégée. Et en 2021, et là, c'est quand on parle aussi de cybersécurité, vous vous souviendrez tous, j'imagine, de ce grand moment de protection de la sécurité de l'information de la vie privée des Québécois, du gouvernement québécois, quand un chercheur en sécurité leur a signalé que leur nouvelle application sur le certificat de vaccination, il y avait des petits problèmes. Et au lieu de remercier cette personne qui a fait le gouvernement du Québec, qui est là pour protéger les Québécois, la cybersécurité avec un nouveau ministère maintenant de la cybersécurité du Québec, a préféré menacer de poursuites criminelles le chercheur en cybersécurité. Alors, on pourra discuter de est-ce que ce chercheur en cybersécurité se qualifie dans la notion de lanceur d'alerte ou pas, ça peut faire débat. Je crois que oui, mais c'est une notion qui est assez floue. Mais je pense que dans le contexte numérique dans lequel on vit, c'est encore une fois tout l'intérêt de protéger. Il faut protéger ces divulgations d'atteintes de sécurité, de bris de confidentialité qui sont essentielles pour notre sécurité numérique. Et c'est d'autant plus vrai avec le développement de l'intelligence artificielle, de la robotique, des chaînes de blocs qui présentent des risques pour la vie privée, la santé, la sécurité informatique, puis simplement comme nos démocraties. Et ça, on entend sans cesse parler de scandales et d'abus dans le développement et le déploiement de systèmes en matière d'IA. Et on se demande souvent comment faire en sorte que ces systèmes soient ces l'IA responsables. Surtout vu que je suis à l'Université de Montréal, on va parler de la déclaration de Montréal, ça, sur l'IA responsable, comment les développeurs peuvent être tenus responsables, comment nous pouvons soutenir une innovation responsable en matière d'IA. Alors, on a proposé des directives éthiques. Ça ne fonctionne pas beaucoup, hein, on ne va pas se mentir. C'est joli, mais ça n'aide pas beaucoup. Les cadres juridiques, ça peut peut-être aider, mais c'est très complexe à concevoir pour que ça fonctionne, puis pour être sûr que ça n'ait pas d'effet pervers, parce qu'il ne faut pas non plus tout prohiber en matière d'IA, il y a plein d'apports très essentiels. Mais même quand on a un cadre juridique qui pourrait fonctionner, le faire respecter, c'est encore plus compliqué en raison de l'asymétrie informationnelle dont je parlais un peu plus tôt. Et donc, il n'y a pas de solution magique, mais je pense que, notamment pour
ces types d'abus, de scandales, et pour résoudre ce problème d'asymétrie informationnelle, la protection des lanceurs d'alerte, des chercheurs en sécurité, ce serait une voie intéressante et une voie d'avenir pour ces questions et pour permettre le déploiement d'une IA responsable et de tous ces systèmes numériques. Donc, vous avez entendu parler de Edward Snowden, je parle plutôt sur Prism, Christopher Wylie, qui avait mis et France Hogan et Sophie Zhang, dont on parle un peu plus tôt. Donc, c'est les deux dernières lanceurs d'alerte en matière au sujet de Facebook et comment les algorithmes de Facebook, notamment sur Instagram, sont faits. C'est des choix de conception qui sont erronés, qui sont malveillants, qui permettent la surveillance, l'augmentation des discours de haine, la désinformation, l'amplification des dommages causés notamment aux jeunes et aux autres populations marginalisées, donc souvent les discours queer, les discours des communautés racialisées, etc. Et donc je pense que ce serait une bonne solution peut-être de mieux protéger ces personnes-là pour avoir un contre-pouvoir citoyen, social, face au manque d'informations que nous avons quand on est régi par des choix obscurs de conception de ces entreprises, d'autant plus que de plus en plus, ces algorithmes gèrent nos vies. Les gouvernements les utilisent. Alors certains, comme le fédéral au Canada, ont passé certaines directives. On en parlera, notamment. Les lanceurs d'alerte au fédéral ne sont pas protégés s'ils veulent lancer une alerte sur un non-respect en lien avec la directive concernant les décisions automatisées du Conseil du Trésor, à cause des cas d'application de la loi fédérale. Donc, ça a des gros problèmes de protection. Et donc, ces dernières années, j'ai fait l'inventaire de toutes ces lois, essayer de comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'est un lanceur d'alerte, pas un lanceur d'alerte. Et c'est un peu à travers ça que j'aimerais passer avec vous ce soir pour un peu démystifier, puis un peu peut-être poser des drapeaux rouges sur un certain nombre de questions. Mais déjà, pour être sûr de quoi on parle, c'est pour clarifier le point de ce soir, c'est quoi un lanceur d'alerte? Alors, il n'y a aucune définition statutaire, cohérente ou même doctrinale. Il n'y a pas, chaque fois que vous lisez un article, un rapport ou même une loi, vous avez une autre notion. Donc, c'est quelque chose qui est très flou, qui est en constante évolution, mais on peut dire qu'on sait un peu ce que c'est pas. Donc déjà, un lanceur d'alerte, c'est pas un informateur. Un informateur, ça va être quelqu'un qui va être impliqué dans une entreprise illicite ou qui est contraire à la loi ou à des principes de déontologie. Et l'informateur, il va divulguer l'information souvent afin de réduire sa propre responsabilité. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en droit criminel, etc. Et ils vont souvent aller chercher une rémunération ou des faveurs, donc en échange de la divulgation. Et normalement, un lanceur d'alerte, c'est pas censé recevoir un quelconque bénéfice parce que c'est pour l'intérêt du public. Il n'est pas censé avoir un intérêt personnel. Et d'ailleurs, certains auteurs soutiennent qu'il y a un peu un conflit d'intérêts, à peut-être aller vouloir dénoncer tout et n'importe quoi, et souvent des choses qui ne sont pas nécessairement vraies ou de manière malveillante pour avoir cette récompense. Normalement, comme pour tout, il y a des exceptions qui confirment un peu la règle, notamment en matière de valeur mobilière. Au Québec, maintenant, il y a une procédure statutaire pour les lanceurs d'alerte en matière de valeur mobilière, mais pendant un certain nombre d'années, l'Autorité des marchés financiers du Québec avait un programme de récompense qu'ils avaient créé sans le soutien statutaire. Et ça avait plutôt bien fonctionné, même si ça pouvait poser des problèmes en matière de protection de la confidentialité des lanceurs d'alerte, parce que si vous avez un organisme public qui vous rémunère pour quelque chose, il y a des traces de votre identité quelque part. Donc, ce n'est pas des informateurs. Aussi, un lanceur d'alerte, c'est lancer une alerte, c'est différent du devoir d'informer. Vous avez certaines personnes dans certaines positions, ça fait partie de leur fonction, d'un point de vue soit contractuel ou légal, d'informer des autorités, notamment maintenant en matière de vie privée, ou dans certaines juridictions, vous avez des DPO qui peuvent avoir certaines obligations, ou en matière de santé, en matière d'environnement, donc ça ne fait pas partie de ces questions comme en matière comptable. C'est pas ça. Donc,
Et aussi un autre point qui est important, lanceur d'alerte, c'est pas nécessairement dans les relations de travail. Puis ce soir, je ne vais pas vous parler de tout le droit sur la relation du travail. Je vais en parler un peu parce qu'il y a quelques dispositions qui sont vraiment pour l'intérêt du public dans le code fédéral. Mais sinon, tous les autres cas de protection en matière de relations du travail, c'est des cas personnels, c'est des cas hiérarchiques, et généralement, ça va être des protections qui vont être offertes quand vous voulez souligner que vous avez eu un problème personnel. Et donc, c'est pas dans l'intérêt du public. Et c'est souvent ça la manière peut-être de définir le meilleur moyen de circonscrire la notion de lanceur d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont des personnes qui vont divulguer une information qui est normalement secrète, soit parce que légalement ça doit être secret, soit parce que des personnes se sont organisées pour maintenir cette information secrète, et vont donc le divulguer auprès d'autres personnes non autorisées ou auprès du public dans certains cas, dans l'intérêt du public. Parce qu'il y a un intérêt général qui le commande, qui peut être la sécurité des personnes, la santé, l'environnement, etc. Donc, c'est de ça dont on parle. Il y a quelque chose de plus grand, en quelque sorte, qui rentre en jeu dans cette question. Et alors, pour parler un peu des lois au Canada, puis il y en a des dizaines et des dizaines, mais je vais essayer un peu de me concentrer sur le fédéral et sur le Québec, parce que la plupart des lois fédérales s'appliquent au Québec. Donc, tout d'abord, dans le secteur public, on notera quand même la Cour fédérale avait noté en 2001 que la défense même de la dénonciation d'intérêt public devrait être interprétée comme faisant partie intégrante du droit à la liberté d'expression protégé par la Charte. Donc, la Cour faisait rentrer ça dans l'affaire Edon, avant qu'on ait des lois qui venaient protéger notamment les fonctionnaires, etc., qui considéraient que ça faisait partie des droits à la liberté d'expression. Donc, évidemment, avec toute la balance qui est possible, puis on rentre avec le test de Hawkes et la section 1, etc., dans tout ce que je vais vous dire à la suite. Mais quand même, pour regarder, on a eu une approche internationale qui est très droit de la personne, liberté fondamentale, responsabilité démocratique et protection des institutions démocratiques. Et on a certains juges qui l'ont inscrit dans la charte. Et donc au fédéral, l'une des premières lois qu'on a eues, c'était en 2005. C'est la loi sur le secteur public, donc la loi sur la protection des fonctionnaires pour la divulgation d'actes répréhensibles. Et c'est une loi qui, en théorie, est assez protectrice, qui comprend tout un certain nombre d'actes répréhensibles que l'on peut divulguer s'ils étaient secrets. Ça couvre tous les employés du secteur public. Donc sur cette question, c'est assez général. Mais par contre, on a des étapes. Vous ne pouvez pas juste aller comme ça parler aux médias. Ce qu'on peut comprendre. Toute information n'est pas toujours bonne à dire, même si on aimerait tout savoir. Quand c'est aux médias, c'est le monde entier, ce n'est pas juste les Canadiens qui peuvent avoir cette information. Donc, vous devez respecter certaines règles en interne. Vous allez souvent devoir d'abord faire donner l'information, une divulgation à votre supérieur hiérarchique ou un agent supérieur, ou donc, par exemple, ça va être à votre sous-ministre ou le responsable dans le ministère. Vous pouvez aller au commissaire à l'intégrité du secteur public, qui est un commissaire fédéral qui est en charge de ça, pour faire votre divulgation. Donc, il y a plusieurs étapes. Et du moment que vous respectez ces petites cases, qui sont quand même nombreuses et on se dirait que ça pourrait fonctionner, vous allez être protégé de toute sanction. Donc, ça peut être un congédiement, ça peut être aussi les mises au placard, etc. C'est censé bien fonctionner. On nous dit que ça fonctionne très, très bien parce qu'il y a très, très, très peu de plaintes. Et puis, quand il y a un problème, il y a un tribunal qui peut venir rentrer en jeu si jamais il y a des représailles qui étaient faites, etc. Depuis sa création, ce tribunal qui coûte beaucoup d'argent, parce que c'est un tribunal composé de juges de la Cour fédérale,
Ils ont eu 14 dossiers, et les 14, il n'y a jamais eu une décision qui a été rendue. Il y a eu une négociation et donc un accord des parties avant la décision. Et alors qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de cas qui sont arrivés parce qu'on les a vus dans la presse. C'est avec Santé Canada, environnement, défense nationale, etc. Et c'est là notamment que le bas blesse, c'est on a l'impression quand on lit la loi au premier abord que cette loi, elle est belle, elle est très généreuse et tout. Non, quand je dis ça s'applique à tous les employés du secteur public, mais en fait, les employés du secteur public, c'est pas tous les employés du secteur public, c'est pas tous les acteurs du secteur public. Notamment, tous les acteurs politiques ne semblent pas être pris en compte. C'est un point d'interrogation, mais tous les gens qui en parlent, donc tous les staffers, toutes les personnes qui sont dans des positions, donc les staffers, c'est les gens qui sont sur la colline, donc tout le staff politique, ou dans les parlements, dans le Parlement, etc., c'est pas couvert. On pourrait peut-être avoir envie que certaines de ces personnes puissent être protégées. Toutes les personnes qui sont aussi nommées sur des positions par des ministres ou par le gouverneur en conseil, donc c'est tous les comités qui prennent des décisions importantes, qui voient des dossiers très importants. Et on sait qu'il y a eu un certain nombre de problèmes sur certains de ces comités ces dernières années, mais aussi les étudiants. Est-ce que les personnes qui sont comme travailleurs occasionnels ou comme les étudiants, et on sait que le gouvernement fédéral, notamment pendant la pandémie, a employé beaucoup d'étudiants à Ottawa et à travers le pays, il n'est pas certain que les étudiants rentrent dans cette catégorie très, très générale qui existe. Il n'y a pas vraiment d'autres définitions dans d'autres lois sur lesquelles se reporter, mais si on regarde par exemple la loi sur le lobbying, qui vient aussi utiliser certains des termes similaires à la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au niveau fédéral, ben, elle rajoute, en plus des personnes employées dans le secteur public, les étudiants, les staffers, etc. Donc, ça sous-entend que ces personnes-là ne sont pas considérées en droit fédéral comme des employés. Alors, les GRC, le personnel de la GRC est intégré dans la loi. Par contre, le personnel des forces et tous les membres de la communauté de l'intelligence. Donc, CSE et CSS, je connais, je ne sais plus, les deux agences, toutes les agences de sécurité et de renseignement, y compris les départements au sein de Affaires étrangères. Donc, si vous êtes la toile de l'intelligence et de l'information au Canada est très, très complexe. On a des agences officiellement, mais vous avez presque chaque ministère qui a ses propres départements et qui sont couverts. Donc, toutes ces personnes-là ne sont pas couvertes par la loi. Ce qui peut poser des problèmes. Alors, sous la loi sur la protection de l'information, on a d'autres personnes qui sont... il y a une certaine protection qui est offerte pour les divulgations de renseignements aux personnels spéciaux, mais c'est très, très, très restreint, c'est presque dangereux pour eux, au point que l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, qui est une nouvelle agence fédérale qui est en charge de superviser toute l'activité du renseignement, a écrit, c'était censé être une lettre confidentielle, vu que ça fitait dans la presse et l'ont mis aussi dans le rapport annuel, en 2020, a écrit c'était pas une plainte, mais c'est une lettre au ministre de la Justice fédérale confidentielle qui se plaignait du fait que nos cadres juridiques étaient totalement dépassés, notamment pour la communauté du renseignement, et que contrairement à ce qu'on lit souvent, c'est dans la presse, comme quoi les lanceurs d'alerte sont très mauvais pour la sécurité nationale, l'entreprise de défense, etc. Selon cette agence qui est en charge de s'assurer que tout est bien protégé, le fait qu'on ne puisse pas protéger correctement nos fonctionnaires de l'intelligence va à l'encontre des intérêts du Canada, parce que soit ils vont aller divulguer ça de manière publique parce que c'est le seul moyen de le faire, soit ils vont se taire, et à ce moment-là, on découvre il y a des énormes scandales internationaux avec les Five Eyes ou ce qu'on a vu en matière de défense, un peu plus tard. C'est un peu, puis il y a plein d'autres lois, mais cette loi-là résume bien comme tout le problème qu'on a au niveau fédéral. Alors, il y a une exception qui est très petite, c'est si jamais le fonctionnaire il a des motifs raisonnables de croire que l'acte répréhensible constitue une infraction grave à une loi provinciale ou fédérale et qui présente un risque éminent de danger pour l'environnement ou pour la vie, la santé et la sécurité d'une personne,
à ce moment, et qu'il n'y a pas moyen de respecter les petits processus pour que la situation grave n'arrive pas, à ce moment-là, vous pouvez aller parler publiquement, aller parler dans la presse et tout, si c'est le seul moyen. Mais c'est vraiment un cas très, 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 très restreint. Et on n'a encore jamais vu de personnes, en tout cas, gagner et être protégées parce qu'ils avaient pu actionner cela. On a la même chose pour les personnes dans la communauté du renseignement, mais là, il faut qu'ils aillent parler à l'office de surveillance. Et dans le cas où il y a vraiment quelque chose de catastrophique qui est sur le point d'arriver, là, vous pouvez aller dans la presse. Ça, c'est pour le secteur privé. Dans le secteur public, dans le secteur privé, on n'a pas grand-chose au niveau fédéral, ce qui pose un problème, on va parler dans quelques instants. Comme le code criminel dit notamment que c'est interdit de faire des menaces, des représailles envers des employés qui ont divulgué une infraction criminelle. Dans ce cas-là, donc, ça pourrait venir couvrir certaines choses, mais en même temps, il y a très peu de choses qui sont réellement criminelles au Canada. C'est souvent un problème dans la définition des enjeux, comme disait la loi fédérale, plutôt. C'est toutes les infractions aux lois provinciales et fédérales. Mais par exemple, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont des directives, notamment sur l'IA, sur l'immigration, et qui ont des impacts énormes sur les libertés fondamentales et les droits des Canadiennes et des Canadiens. C'est pas couvert. Puis on a tout qui est en train d'être délégué à des entreprises et à des contractuels, etc. Et des consultants, c'est pas du tout couvert par la loi. Donc, ça pose un problème. Donc, Code canadien du travail, j'en parlais tout à l'heure, santé, sécurité. Dans la LPRP2, je souris parce que la LPRP2, donc c'est la loi fédérale sur la vie privée, c'est peut-être la seule petite protection qu'il y a dans cette loi qui vient protéger les lanceurs d'alerte. Et pendant très longtemps, c'était l'une des seules au Canada en matière de vie privée. Donc, il y a tout un processus où on peut aller informer le commissaire et le commissaire est censé nous protéger les lanceurs d'alerte. Puis, on a aussi la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui vient interdire des représailles contre des employés. Vous avez toujours cette chose qu'il faut aller demander. Vous êtes protégé que si vous avez suivi les processus internes, mais souvent, ces processus internes-là, ils ne sont pas du tout mis en place. Et l'une des dernières lois qu'on a eues, on en a la loi sur la concurrence aussi qui protège certaines personnes, et la loi sur les banques en 2018 a été mise à jour, mais il n'y a toujours pas en vigueur. Ça va faire 4 ans maintenant qu'on attend l'entrée en vigueur de la protection des lanceurs d'alerte. Ça pose un problème quand on a tout ça, et surtout de plus en plus, c'est des logiciels ou des contractants externes qui rentrent en jeu au niveau fédéral sur les questions de santé, de sécurité nationale, d'environnement, etc., à cause d'une nouvelle disposition du Code criminel. L'article 391 du Code criminel, qui a été passé au Canada suite à l'adoption de l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique, CUSMA en anglais, donc le nouveau ANENA. Et donc, on est venu criminaliser, en adoptant une disposition américaine, la divulgation de secrets commerciaux au Canada, qui en soi, c'était quelque chose qui était demandé depuis très longtemps par l'industrie. On peut comprendre ce besoin de criminalisation. La plupart des pays à travers le monde ont la criminalisation, puis c'était dans l'accord. Mais on a fait du grand droit canadien comme on le fait souvent à chaque fois. On a copié la règle, sauf que même aux États-Unis, il y a un paragraphe comme ça d'exception à la règle criminelle. Et donc, aux États-Unis, vous avez toute une protection des lanceurs d'alerte qui est mise en place. Dans la loi, c'est le Defend Trade Secrets Act qu'on est venu importer au Canada. Mais on n'a pas du tout importé l'exception. On n'a importé que la règle. Donc aujourd'hui, vous avez une prohibition criminelle de divulguer des secrets commerciaux, sans l'exception pour les lanceurs d'alerte. De fait, ça vient annihiler la plupart des lois fédérales dont je viens de vous parler et des lois provinciales dont je viens de vous parler, parce que de plus en plus, tous ces systèmes, tous ces cas sont protégés, même quand c'est un fonctionnaire qui, dans son bureau, utilise un outil, par exemple,
d'IA ou dans un hôpital, etc., il ne peut pas divulguer un certain nombre d'informations, même à ses collègues et tout, parce que ça fait partie des secrets d'affaires de l'outil qu'ils sont en train d'utiliser. Ils ont signé des contrats sur ça, etc. Et donc là, avec cette nouvelle disposition du code criminel, vous venez annuler la plupart des protections. Et donc là, il faudrait qu'on vienne mettre à jour la loi, puis c'est possible dans la loi fédérale. En ce moment, vous avez une exception au code criminel qui dit que vous ne pouvez pas vous auto-incriminer d'un crime en faisant votre divulgation. Sauf que 391 ne rentre pas dans les cas d'auto-incrimination qui sont prévus dans le code. Donc, il faudrait ajouter un nouvel alinéa dans la loi fédérale pour dire qu'aussi, quelqu'un, notamment la loi sur la concurrence qui est essentielle, on sait qu'on a des énormes problèmes de cartels et de concentration au Canada dans plein de domaines. Je vais en nommer en ligne en étant enregistré pour ne pas me faire poursuivre par ces grandes entreprises des télécommunications. Mais on a quelques petits problèmes. Sauf que tout le système de la loi sur la concurrence, il ne vient pas vous protéger de l'infraction criminelle. Et en matière de concurrence et de droit des affaires, tout est couvert par secret d'affaires. Donc la loi sur la concurrence est inutile. Sauf dans le seul cas où vous êtes couvert, c'est si le commissaire vient vous voir et vous demande des documents et vous donnez des documents. Mais ça, ce n'est pas un lanceur d'alerte. Ça, c'est le devoir d'informer. Vous devez donner le document au commissaire à la concurrence. On va dire qu'ils ne s'en sont pas rendus compte quand ils ont passé la loi. C'est législatif marketing. Et on a un peu la même chose, je vois que le temps passe très vite. Donc au Québec, on a eu un peu le même type de système, mais adopté au niveau provincial, donc avec la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics du Québec qui couvre toute une partie du secteur public, mais pas tous, notamment pas les CHSLD. Et en ce moment, il y a certains projets de loi, dans l'Assemblée nationale pour étendre ça. Vous avez la loi concernant la lutte contre la corruption, qui vient mettre en place à chaque fois aussi des systèmes où vous ne pouvez pas nécessairement aller faire une divulgation publique, mais au moins vous avez des personnes comme le protecteur du citoyen ou le commissaire à la lutte contre la corruption qui va être en charge de ça dans la loi sur la police. Vous avez ces choses, mais ça reste limité à cause de la décision du secteur public par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc en ce moment, vous avez le projet de loi 697 devant l'Assemblée nationale qui essaie de mettre à jour toutes ces lois, et notamment la loi sur le secteur public, qui avait été déposée au printemps, qui a été réintroduite avec la deuxième session en octobre. Et l'objet de ce projet de loi, c'est d'étendre le champ de la loi en incluant beaucoup plus d'acteurs du secteur public. Il donne aussi aux protecteurs, aux médiateurs, un rôle central pour protéger les lanceurs d'alerte. Il autorise les lanceurs d'alerte, dans certains cas, à aller parler aux médias, ce qui n'est pas quelque chose qui est possible en ce moment. Donc ça a donc beaucoup de choses en discussion peut-être un jour. À la première lecture, c'était unanimement approuvé, mais une première lecture, ça ne sert un peu à rien. On va aller voir ce qui se passe ensuite. Parce que, et si on se fie par exemple à la fameuse loi 64 en matière de vie privée, vous avez entendu parler, il y a une disposition en matière de lanceur d'alerte qui était insérée dans la loi, qui a été pas mal retravaillée avec des amendements, etc., mais qui est un peu vide de tout. Parce que vous avez un principe de protection, mais il manque plus de détails. Il manque un régime avec des protections explicites. On n'a pas d'autorisation de divulgation publique. Et c'est un peu ça le problème à chaque fois. Beaucoup de lois ont été mises à jour en 2019-2020 avec à chaque fois le même texte. Donc, au lieu d'avoir quand même une grande loi, secteur public, secteur privé, qui pourrait venir protéger le lanceur d'alerte, c'est tout le problème au Québec. On est venu, je pense qu'en ce moment, au Québec, il y a une vingtaine de lois différentes, juste pour le Québec, juste pour le secteur provincial, qui viennent offrir plus ou moins une protection. Et on a le Code civil du Québec, qui est toujours oublié, mais l'article 1472, Code civil du Québec, prévoit une exception au secret commercial, qui maintenant ne fonctionne plus vraiment
Du moins, vous pouvez plus être poursuivi civilement au Québec sous 1472. Donc, vous pouvez divulguer un secret commercial dans le cas où l'intérêt général l'emporterait sur le maintien du secret, en particulier pour des motifs liés à la santé et la sécurité du public. Moi, je ferais l'argument que toutes les questions de vie privée, au jour d'aujourd'hui, de cybersécurité, rentrent dans la sécurité du public. Donc, ça pose aussi sur les actions du gouvernement du Québec par rapport aux chercheurs en sécurité, on pourrait souligner ces points. Néanmoins, ça ne protège pas du tout en matière criminelle. À cause des parce que déjà, le Code civil du Québec n'a rien à faire en matière criminelle, mais ne vient pas offrir une protection au regard des nouvelles dispositions dont je vous parlais la dernière fois. Donc, on a un régime juridique qui est très complexe, qui est très divers, puis en dehors de ces lois qui sont compliquées à lire, parfois ça a pris une semaine avec 5 étudiants en droit pour essayer de comprendre comment interpréter, aller consulter d'autres collègues qui étaient des experts de ce ministère, etc., pour comprendre la loi. Et ensuite, il fallait lire les mécanismes internes des ministères. Ça ne fait aucun sens. Ils mettent en place des systèmes qui, quand vous avez des agences, qu'on ne nommera pas au Québec, qui, pour protéger votre anonymité et tout, vous disent que c'est super sécurisé, envoyez-nous un courriel avec votre dénonciation. La dernière chose à faire quand on divulgue quelque chose, c'est d'utiliser un courriel. C'est surtout, et puis il n'y a aucune information, n'utilisez pas votre courriel au travail, n'utilisez pas votre Internet au travail, ce genre de choses, non. La plupart des lanceurs d'alerte qui ont été découverts et des sanctionnés, c'est parce qu'ils ont fait ça depuis leur ordinateur de bureau, sans le savoir. Que, par exemple, si vous êtes dans une banque et que vous envoyez un courriel à l'une des autorités, même en respectant la loi, c'est sûr que votre courriel est arrivé sur le bureau de votre gestionnaire. Parce que c'est des bonnes gestions en matière de cybersécurité. Enfin, si une bonne gestion de la cybersécurité dans l'organisation, c'est censé être ça à cause des mots-clés que vous avez utilisés. Parce que vous n'êtes pas censé faire ce type de dénonciation ou du moins de communication avec un organisme réglementaire. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Et aussi, puis tout à l'heure, Vincent parlait de la prochaine conférence sur le mouvement MeToo. L'un des gros problèmes de MeToo et pourquoi ça a été gardé sous silence pendant des années, c'est à cause des fameux NDAs, des accords de confidentialité. Que beaucoup d'actrices qui ont voulu se plaindre à ça, ce qu'on est leur dire, c'est vas-y, la public, tu te rappelles le contrat que tu as signé pour tel film et tout, la clause de confidentialité où tu dois, on peut te poursuivre en justice, etc., pour 2-3 millions de dollars, ça couvrait ces actes-là. Même si c'était vrai, c'était pas vrai, est-ce que ces clauses de confidentialité sont toujours valides pour des agressions sexuelles, pour des actes criminels? Eh bien, aussi bizarrement que ça peut paraître, il y a très très peu de recherches sur ces questions. Il n'y a personne qui est vraiment allé tester ce genre de cas. Et c'est l'une des choses, même en matière d'environnement et tout, il y a plein de gens, il y a personne qui s'est posé la question et qui ont essayé de tester les limites qui, à mon sens, non, une clause de confidentialité ne devrait pas protéger un agresseur sexuel ou un crime, mais encore faut-il que les personnes soient au courant. Et c'est un gros problème, c'est la littératie juridique, mais aussi numérique, des deux côtés. C'est les agences gouvernementales qui, pendant très très longtemps, la ligne officielle de dénonciation du bureau, jusqu'à il y a quelques mois, du bureau de la concurrence et de la GRC et du gouvernement fédéral en matière de corruption et de violation des lois, c'était un formulaire web qui n'était même pas servi sous HTTPS. Donc c'était comme très facilement pour n'importe qui d'intercepter toute information qui était mise dans ce formulaire. Pour comme l'une des infractions fédérales les plus graves et les plus sanctionnées qu'il y a dans l'arsenal juridique. Donc, c'est un vrai problème. Donc, dans la liste des problèmes en dehors de ce problème de littératie, le public-privé, c'est de plus en plus. Le problème, c'est que vous avez beaucoup d'acteurs privés qui viennent s'insérer dans les sphères de l'État. Et donc, tous ces acteurs ne sont pas couverts. Donc, pareil, donc il n'y a que certaines personnes qui sont protégées, que les fonctionnaires, vous en parlez plus tôt. Souvent aussi, si vous êtes protégé, que vous allez voir votre supérieur. Sauf que souvent, s'il y a un problème, c'est que ça vient peut-être de votre supérieur. Vous ne l'avez pas créé vous-même. Donc, il faut peut-être ouvrir les vannes, peut-être proposer d'avoir des
des vrais commissaires indépendants, des agences gouvernementales qui auraient cette charge-là directement. Comme on a ça au Québec d'une certaine manière, on a ça au fédéral, mais c'est souvent comme en dernier recours. En matière de sécurité nationale, ce sera aussi une option. L'un des problèmes dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est le champ de la loi sur les actes répréhensibles. Alors, quand les lois plus généreuses vous disent que c'est tout acte répréhensible par une loi provinciale ou fédérale. Sauf que, comme je disais plus tôt, ça ne couvre pas un certain nombre de choses. Parce que de plus en plus, pour aller plus rapidement, on va passer avec un règlement, on va passer avec une directive, parce que ça fonctionne pour faire changer les comportements dans l'administration publique. Mais sauf que, notamment en matière d'immigration, en matière de santé, en matière de finances, il y a beaucoup de choses qui sont des directives, qui ont un impact essentiel sur la vie de tous les jours, mais qui sont donc absolument pas couvertes par ces lois. Et l'un peut-être des plus gros problèmes, c'est que tout ça, c'est sous la bonne foi. Le concept, c'est que vous êtes protégé si vous faites une déclaration de bonne foi. Je sais que la bonne foi, c'est un vrai problème. Ça a été souligné même par le Parlement. En 2007, il y a eu 2017, un rapport à la Chambre des communes qui disait qu'il faudrait arrêter d'utiliser cette exigence de la bonne foi parce que c'est au détriment des lanceurs d'alerte. C'est beaucoup trop compliqué à démontrer. Souvent, la charge de la preuve de tout, des représailles, de la violation d'une loi est à la charge du lanceur d'alerte. Ça aussi, il faudrait qu'il y ait un renversement de la charge de la preuve. Et la bonne foi, de plus en plus, il y a une tendance à se déplacer sur juste des motifs raisonnables. Donc, c'est avoir des motifs raisonnables de croire qu'il y a une infraction qui a été commise. Donc, c'est une demande qui est plus légère, qui est plus à la faveur des lanceurs d'alerte, qui donc est très flexible. Mais des motifs raisonnables en même temps, c'est quelque chose qui est très compliqué en droit. On le connaît par exemple en droit criminel, etc. C'est un concept qui est utilisé presque tous les jours par les forces de police. Et donc, ça apporte une complexité qui n'est pas nécessairement bienvenue pour tout à chacun. Et peut-être l'une des idées sur laquelle je travaille en ce moment, c'est qu'on a souvent une autre limite au cadre de protection. Donc, vous avez d'un côté, il faut que vous démontriez une bonne foi et ou des motifs raisonnables. Et de l'autre, il faut aussi démontrer que vous n'avez pas, en connaissance de cause, divulgué de l'information qui était fausse. Donc, vous ne pouviez pas savoir que l'information était fausse. Donc, on a deux niveaux, et donc il faut se trouver entre les deux. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux? C'est un peu, ce qu'on veut éviter, c'est les fausses dénonciations, les dénonciations malhonnêtes. On devrait peut-être juste garder ce deuxième critère, de dire que du moment que la dénonciation que vous faites, la divulgation que vous faites, au moment où vous la faites, vous ne savez pas qu'elle est fausse, à ce moment-là, vous êtes protégé. Ça me paraît être la version la plus solide et la plus protectrice, aussi la plus claire. C'est-à-dire que si tu as un doute, tu n'es pas sûr que c'est vrai ou c'est faux, c'est peut-être que c'est faux et à ce moment-là, tu n'es peut-être pas protégé. Mais du moment que pour toi, c'est vrai, tu l'as vu, puis tu ne savais peut-être pas que c'est un faux document. Mais c'est de toute bonne foi, mais la bonne foi, comme on l'entend dans le langage courant, pas dans le langage juridique. À mon sens, ce serait un meilleur moyen de protection. Et aussi, faire plus de littératie numérique, technologique. Mais ça, ce n'est pas propre aux lanceurs d'alerte. C'est dans la société, dans les gouvernements. Que le gouvernement arrête de demander des courriels, de faire des dénonciations par courrier. L'autorité des marchés financiers du Québec. L'autorité des marchés financiers du Québec. On entend que les banques et les organismes financiers sont ceux avec peut-être les meilleures pratiques en matière de compliance et de vérification de l'information dans leurs organisations. C'est un vrai problème. Et parfois, croyant bien faire, et je vais peut-être terminer sur ce point, certains organismes fédéraux, notamment, ont délégué à une société externe, donc un acteur externe qui s'occupe de récupérer l'information, de l'anonymiser, parce que l'anonymat, c'est la meilleure protection. Donc, encore faut-il pouvoir le garantir. Donc, ils anonymisent l'information, ils essaient de faire en sorte que les faits même ne peuvent pas être recoupés, par exemple, pour retrouver
le lanceur d'alerte, et ensuite transmettre l'information à l'agence gouvernementale. Sur le principe, j'aime beaucoup. En pratique, donc c'est un contrat avec une entreprise privée sur des serveurs qu'on pense être situés à Ottawa, mais on n'a aucune preuve. Et donc, c'est une entreprise privée qui recueille, conserve et anonymise des informations sur notamment des questions d'énergie au Canada. Et donc là, on se retrouve à déléguer à une entreprise privée. Et le comble presque de l'ironie, c'est que si jamais il se passe quelque chose dans ce processus, ce mécanisme de divulgation, vu que c'est une entreprise privée qui s'en occupe, les employés de cette entreprise ne sont donc pas couvertes par la loi qu'ils sont censés mettre en œuvre parce que c'est une entreprise privée et que la loi va protéger uniquement dans certains secteurs comme les personnes de ce secteur. Donc c'est un vrai problème et on a un vrai besoin pour protéger ces acteurs de la justice, de mettre à jour nos cadres juridiques et rien ne nous en empêche, sauf la volonté juridique, la volonté politique. Souvent, les accords internationaux sont utilisés comme une excuse. C'est comme là, l'innovation, on va se faire attaquer par l'Union européenne sous l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, on va se faire attaquer par les États-Unis sous l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais les États-Unis et l'Union européenne, ils ont chacun des lois qui viennent protéger les lanceurs d'alerte, y compris dans le secteur des affaires, qui ne sont pas parfaites, il y aura beaucoup à dire, mais qui sont bien plus protectrices que les lois canadiennes. Donc si déjà on allait au moins au minimum de nos partenaires économiques, je ne vois pas sous quel fondement les États-Unis ou l'Union européenne iraient nous attaquer. Mais ils pourraient toujours nous poursuivre devant les panels arbitraux, mais pour repartir un peu sur la bonne foi, je pense qu'il y aurait un argument assez sensible et important du Canada de dire que non, on a juste fait ce que vous aviez fait dans vos lois, que ce soit la directive de 2016 dans l'Union européenne ou le Defend Trade Secrets Act au niveau fédéral américain. Donc ça termine là le survol que je voulais faire. Comme je disais, sur chacune des presses que je vous ai dit, j'ai 20 pages minimum de recherche d'informations. Mais oui,